En pleine Première Guerre mondiale, de nombreux soldats des colonies françaises sont blessés sur les champs de bataille. Parmi eux, des musulmans originaires d'Afrique du Nord, du Sénégal, d'Indochine. L'État français et certaines personnalités souhaitaient alors respecter les rites religieux de ces soldats blessés, notamment en matière d'alimentation, de soins spirituels ou même d'inhumation. À l'initiative de Kadour Ben Rabrit, futur fondateur de la mosquée de Paris, et avec le soutien de l'État, un hôpital musulman temporaire est ouvert au 36 boulevard Inkermann à Neuilly-sur-Seine. Le 9 juillet 1915, Raymond Poincaré, président de la République, prononce un discours lors de l'inauguration où il souligne la reconnaissance de la République envers ses enfants musulmans. Le bâtiment d'origine n'existe plus comme hôpital autonome. Le pavillon ou bâtiment précis du boulevard Inkermann n'a pas été conservé comme hôpital musulman pérenne. Il s'agissait d'une structure temporaire active essentiellement entre 1915 et 1919. Mais cet hôpital fut un prédécesseur symbolique et logistique à la création de la mosquée de Paris. Revenons tout de suite sur cette histoire. Dès la fin de 1914, le besoin de combattants se fait cruellement sentir dans les rangs français. L'armée, encore confrontée aux luttes tribales dans la plupart des territoires colonisés, commence par recruter des hommes sûrs, dont les chefs lui font allégeance, cherchant ainsi à asseoir leur autorité tout en obtenant des compensations. Cette stratégie révèle la partie visible d'une pacification réussie, mais Lyautey, bien conscient des enjeux, s'inquiète déjà d'enlever les troupes au Maroc. Si nous commençons à évacuer, nous sommes fichus. Si nous lâchons la moindre partie du front, ce sera la boule de neige. Cette citation illustre parfaitement l'état d'esprit des autorités françaises face aux enjeux militaires et coloniaux du début du XXe siècle. Après le traité de Fès en 1912, une révolte éclate dans les régions frontalières du Maroc, entraînant la mort de plusieurs officiers français. Pour rétablir l'ordre, la France poursuit la pacification du territoire, notamment grâce à l'intervention de la Légion étrangère allemande. Parallèlement, environ 50 000 indigènes sont envoyés en métropole pour contribuer à l'effort de guerre. Cependant, toutes les colonies ne fournissent pas de troupes de manière uniforme. Le gouvernement français peine à comprendre qu'il est nécessaire de maintenir une présence militaire sur place, non seulement pour garantir la sécurité, mais aussi pour soutenir l'économie locale. L'armée française doit donc se réformer pour intégrer ces contingents venus d'ailleurs, bien différents des soldats de la métropole. Avant 1914, les troupes de marine avaient déjà commencé à enrôler des indigènes, donnant naissance à deux types d'armées composées d'hommes originaires des colonies. On avait l'armée d'Afrique, le 19e corps d'armée, une formation qui regroupait les unités d'Afrique du Nord, Algérie, Tunisie, Maroc, composée à la fois de Français installés localement, de métropolitains et de soldats indigènes. Elle comprend la Légion étrangère, active dans presque toutes les conquêtes coloniales, les régiments de Zouaves, majoritairement européens, les tirailleurs sénégalais, les régiments à cheval et les chasseurs d'Afrique, ainsi que des unités auxiliaires comme les goumiers marocains organisés en tabord. On y trouve également des bataillons d'Afrique, souvent composés de soldats français, condamnés à de légères peines et soumis à une discipline très stricte. L'armée coloniale, officiellement créée en 1900 sous l'ancienne appellation de troupes de marine, est composée de troupes métropolitaines basées en France, mais destinées à servir dans les colonies, y compris en Afrique noire. Elle comprend aussi des tirailleurs indigènes encadrés par des officiers français. En 1914, l'armée coloniale aligne un état-major de corps d'armes et près de 70 bataillons prêts à être envoyés sur le sol français. Dès 1915, les pertes humaines sur le front deviennent si lourdes qu'il devient nécessaire de trouver de nouvelles ressources humaines pour colmater les brèches. Pour faire tourner les usines d'armement, certains soldats anciens ouvriers sont retirés du front et reclassés comme affectés spéciaux. Mais alors, comment combler les vides dans les lignes de combat ? Un deuxième corps d'armée est créé, composé de réservistes français et de tirailleurs sénégalais, formant ainsi des unités mixtes. Progressivement, face à l'intensité des pertes, les soldats indigènes sont intégrés directement dans les unités françaises métropolitaines. Un exemple notable est la brigade marocaine dite, intégrée à la 6e armée du général Monnouri lors de la bataille de la Marne en septembre 1914.
Le terme indigène, tout comme tirailleurs sénégalais, reste flou et trompeur. Il englobe en réalité des soldats venus de toute l'Afrique occidentale française. Soudanais du Mali, Guinéens, Ivoiriens, Dahoméens du Bénin, Mauritaniens, Nigériens et bien sûr Sénégalais. Cette diversité d'origine complique considérablement la communication. Les officiers français doivent s'appuyer sur des interprètes dont la loyauté est cruciale. Pour faciliter les échanges, un français simplifié se généralise dans les rangs, tandis que les journaux de l'époque utilisent un langage infantilisant, surnommant les soldats noirs « chocolat ». Nombre de ces soldats sont aguerris par les guerres coloniales, mais certains officiers estiment qu'ils ne sont pas adaptés à une guerre moderne, européenne. En revanche, des figures comme le colonel puis général Charles Mangin défendent leurs valeurs au combat, convaincus de leur capacité militaire. Les tirailleurs sont ainsi envoyés sur les fronts européens, y compris lors des campagnes des Dardanelles et dans les colonies allemandes d'Afrique aux côtés des Britanniques. La loi de 1889 instaure le service militaire obligatoire pour tous dans l'idée de franciser les indigènes en leur ouvrant potentiellement la citoyenneté française. Cependant, cette intention reste théorique et n'est pas appliquée de manière généralisée dans les colonies. Entre 1913 et 1915, des décrets spéciaux autorisent le recrutement libre dans tout l'empire colonial. Le 10 octobre 1914, les anciens tirailleurs sénégalais, même non réservistes, peuvent être mobilisés. Le 9 octobre 1915, un décret autorise la mobilisation de tout indigène âgé de 18 ans. Le recrutement reste officiellement volontaire, non forcé et méthodique. Toutefois, le décret précise que l'âge est évalué approximativement, en raison de l'absence d'état civil fiable dans certaines régions. Le dossier de recrutement inclut une visite médicale, un certificat de bonnes mœurs et la signature d'un accompagnateur sachant écrire le français, souvent un missionnaire catholique ou protestant ayant éduqué et parfois converti les jeunes hommes. Le recrutement est donc fortement lié à l'influence des missionnaires patriotes et républicains. Dès le 2 août 1914, l'Algérie est mise en état de siège, ce qui donne un cas spécifique pour les Algériens musulmans. Le gouverneur Lutaux redoute des troubles, notamment après que 2 croiseurs allemands bombardèrent Bonn et Philippeville. Les autorités craignent une manipulation de musulmans par la propagande allemande, diffusant des messages appelant à la loyauté. Dieu n'aime pas les traîtres. Musulmans, la République veut assurer l'ordre. Aidez-nous. Aucun soulèvement n'a lieu. Au contraire, un élan de mobilisation volontaire touche toutes les classes sociales. En reconnaissance, le 31 décembre 1914, le gouverneur accorde une exemption du régime de l'indigénat aux engagés volontaires, à leurs pairs et aux ouvriers ayant séjourné 1 an en France. Le plan de mobilisation prévoit 27 783 tirailleurs, 5 000 auxiliaires levés à frais propres par les chefs du Sud et 6 000 spahis. Malgré l'apparence de volontariat, les engagements se font souvent sous pression sociale et politique. Les nouvelles de défaite en septembre 14 provoquent un choc dans la population et les congés de convalescence au pays deviennent plus rares, accentuant le malaise. Au 1er janvier 1916, un rapport de la commission de l'armée souligne qu'il n'est pas admissible que nos populations océaniennes soient exclues de la contribution militaire à la défense française. Cette déclaration marque un tournant. Après avoir longtemps écarté les populations océaniennes du service militaire, la France envisage désormais leur participation dans une logique de mobilisation impériale totale. Le 7 décembre 1916, l'armée pousse pour obtenir le recrutement obligatoire par décret. Des primes variables sont promises selon les périodes, avec des engagements de 6 mois, renouvelables de 2 à 4 ans. Une prime d'engagement de 200 francs, versée à l'arrivée au corps, et les mêmes allocations pour les femmes engagées que pour les femmes françaises. Les chefs de tribus et notables locaux espèrent obtenir des médailles, une reconnaissance sociale accrue, et même parfois la citoyenneté française. Ces espoirs les poussent à soutenir les campagnes de recrutement au début de la guerre, mais les promesses ne suffisent plus rapidement. L'acceptation du recrutement massif n'est jamais uniforme dans l'Empire. Beaucoup de colonisés refusent de partir se battre loin de leurs terres, donnant lieu à des désertions, des rébellions et des révoltes armées. En octobre 1914, des révoltes éclatent dans les douars algériens où les recruteurs sont accueillis par des coups de feu. Dans les régions de l'Aurès, le mot d'ordre circule. Nous ne voulons pas donner nos enfants à l'autorité française pour qu'elle les offre en pâture aux canons ennemis. Entre 1915 et 1916, de violentes répressions sont menées par l'armée française pour rétablir l'ordre.
Les jeunes Espagnols d'Algérie refusent d'opter pour la nationalité française à 21 ans, de peur d'être enrôlés. En 1915, les récoltes sont mauvaises et les populations souffrent de famine. D'après de nombreux témoignages d'époque, ni le ministère de la Guerre ni l'état-major n'ont réellement défini de politique claire concernant la mixité ou non des bataillons entre soldats métropolitains et indigènes, l'utilisation spécifique de certaines ethnies ou la distribution des rôles entre les tâches de combat au front et celles de soutien à l'arrière. Cette improvisation persistante nuit à l'efficacité et à la stabilité de l'organisation militaire coloniale. Les unités coloniales sont souvent transférées de manière chaotique d'un secteur du front à un autre, générant une grande instabilité opérationnelle et renforçant le sentiment d'inégalité parmi certains contingents indigènes, parfois mal employés ou peu reconnus. Parfois, des régiments d'élite ont pu être considérés comme héroïques. C'est le cas du régiment d'infanterie coloniale du Maroc, créé en 1915, qui devient le régiment le plus décoré de toute l'armée française. En 1918, il intègre un bataillon somalien et est affecté à la 38e division d'infanterie. Environ 2000 Somaliens sont envoyés sur le front entre 1916 et 1918, combattant aux côtés des Marocains avec un courage salué. La 45e division du général Drude, débarquée d'Algérie, est accueillie triomphalement à Paris le 1er septembre, avec notamment des chasseurs d'Afrique et des tirailleurs marocains. Les tirailleurs sénégalais représentent environ 160 000 hommes mobilisés, soit près d'un tiers des troupes coloniales engagées. Reims devient une ville martyre occupée, puis bombardée, pendant 1051 jours. Reims voit alors plusieurs corps d'infanterie coloniale s'y battre avec acharnement. La ville devient un haut lieu de la propagande française, avec sa cathédrale en ruine comparée à une femme blessée, incarnant la France violée par les barbares. En juillet 1918, les tirailleurs sénégalais y livrent bataille avec une fougue légendaire. Le 5 juin 1918, l'agence allemande Wolf diffuse une propagande raciste. Il est vrai que la défense de Reims ne coûte aucune goutte de sang français. Ce sont des nègres que l'on sacrifie. Tous les Noirs portent le coupe-coupe. Malheureux les Allemands qui tombent entre leurs mains. Cette vision hostile marque durablement les mémoires allemandes et reflète aussi l'ambiguïté française dans l'usage stratégique de ces soldats malgré une reconnaissance limitée. En mai 1917, lors de la bataille du Chemin des Dames, les pertes sont catastrophiques pour les troupes coloniales. Le général Mangin, à la tête de la Force Noire et de la 6e armée, est accusé de les avoir sacrifiés et perd son commandement, surnommé le boucher. Le traumatisme est durable dans les rangs africains. De nombreux soldats indigènes sont envoyés dans le sud-est pour se reposer, se former ou recevoir des soins médicaux. Vivant dans les baraques Adrian ou sous tente, ils recréent une ambiance proche de leur pays, avec des marchés, des odeurs, des cuisines traditionnelles, des rituels religieux. Cette atmosphère est parfois traitée avec humour ou exotisme dans la presse. Mais à partir de 1917, à cause de la crise militaire et des mutineries, les permissions en métropole sont strictement encadrées. L'armée surveille les contacts avec la population, cantonnant les soldats indigènes dans des camps à part et contrôlant leurs loisirs. L'État met en place un dispositif de contrôle spécifique avec des interprètes, des imams, des cadres qui parlent arabe ou vietnamien, et la création d'une section Afrique pour les Maghrébins. Les contacts directs avec la population française sont rares, mais existent notamment grâce aux infirmières ou aux marraines de guerre qui apportent soutien et chaleur humaine. La mort et les soins inquiètent beaucoup les soldats indigènes, craignant de ne pas pouvoir respecter les rites funéraires loin des clans et éprouvant un malaise à l'idée d'être soignés par autrui. Dès 1915, à Lyon, Madame Lemaire Crémieux lance l'opération Marraine de guerre, après avoir visité un hôpital militaire. Les missionnaires et aumôniers catholiques encouragent les jeunes filles à parrainer des soldats, y compris les tirailleurs indigènes. Mais les autorités se méfient de ces relations, craignant des attendrissements jugés inappropriés et développant les stéréotypes raciaux. Les tirailleurs sénégalais sont particulièrement visés. Leur relation avec les Françaises inquiète l'armée qui redoute que le sang français soit contaminé. En revanche, les Maghrébins sont jugés moins problématiques, leur religion étant censée mieux canaliser leur comportement. Mais la mode des marraines de guerre devient un phénomène social contrôlé par la police dès 1916 et est parfois tourné en dérision par la presse parisienne. Certaines relations débouchent néanmoins sur des idylles, des mariages après la guerre et des enfants métis,
malheureusement souvent mal acceptée. Pour soutenir le moral des soldats et montrer une forme de respect, l'administration militaire tente de préserver les coutumes religieuses, notamment dans l'alimentation, dans les rites funéraires. Plusieurs circulaires ministériels rappellent aux officiers l'obligation de respecter leurs spécificités religieuses, notamment la circulaire du 3 décembre 1914 qui établit les règles précises pour l'ensevelissement musulman avec la récitation de la Shahada, le lavage du corps à l'eau, le linceul blanc et la tombe orientée vers la Mecque. Les infirmières françaises, souvent peu préparées à ces patients étrangers, doivent soigner des maladies nouvelles et apprendre à interagir avec des hommes dont elles ignorent la langue et les coutumes. Justin Godard leur rend hommage. Elles n'ont reculé ni devant l'horreur des plaies, ni devant la longueur des mois, ni devant l'humilité des tâches. Après la guerre, la reconnaissance est tardive et incomplète. Lors du défilé du 14 juillet 1919, les formations coloniales marchent fièrement avec leurs drapeaux décorés. Les discours officiels rendent hommage à tous les combattants sans distinction. Mais au-delà des médailles, plus de 120 000 médailles militaires et centaines de croix de guerre, les promesses de la République tardent à se concrétiser. Des retards de paiement sont dus à la peur que les indigènes gaspillent leur argent ou créent des tensions dans les villages. Les anciens combattants indigènes, parfois décorés, rentrent dans des villages où leur statut nouveau dérange parfois les autorités locales ou les chefs religieux. Ils sont perçus comme trop proches des valeurs françaises. Des associations d'anciens combattants se forment, mal vues par certains, mais encouragées par le ministère des colonies. Soutenue par Mangin, Blaise Diagne et Clémenceau, la France impose en juillet 1919 la conscription obligatoire en Afrique noire. L'armée devient ainsi un instrument d'assimilation républicaine, mais les Maghrébins et les Indochinois sont exclus des promotions au grade d'officier, et de nombreux Français blancs refusent d'être commandés par des indigènes. Beaucoup de vétérans indigènes de la Grande Guerre sont morts sans avoir perçu l'intégralité de leur pension. En 2006, la loi du 23 février, à l'initiative de diverses associations et soutenue par Jacques Chirac, a reconnu officiellement l'inégalité des pensions versées aux anciens combattants coloniaux, permettant tardivement de rétablir l'égalité des droits à pension pour les survivants encore en vie. Le nombre exact d'indigènes morts pour la France reste incertain. On estime aujourd'hui qu'environ 70 800 soldats issus des colonies ont perdu la vie aux côtés de 16 000 Français non métropolitains. Ces chiffres provisoires, et sans doute bien sous-évalués, témoignent d'un sacrifice considérable longtemps minimisé. La contribution des troupes coloniales, bien qu'essentielle sur le plan militaire, a été marquée par un manque de reconnaissance politique durable après-guerre, une utilisation discriminatoire dans les discours et stratégies militaires, mais aussi par une bravoure incontestée qui forge leur place dans les mémoires de la Grande Guerre. Ce geste de reconnaissance, bien que symbolique et partiel, arrive trop tard pour la majorité de ceux qui avaient, un siècle plus tôt, versé leur sang pour une république qui ne les avait pas pleinement considérés comme ses enfants.